70.8. Le musée pour l'océan aux ateliers des Capucins à Brest vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, à la Cité de la Voile Éric Tabarly, on vous propose de tout savoir de cet Italien qui a le vent en poupe et dont tout le monde parle dans l'univers de la course au large. Intraitable à la barre de son classe 40 à la Grande Pirelli, ce Milanais a posé ses valises à Lorient il y a 7 ans avec le rêve de disputer la Mini Transat, une épreuve mythique qu'il a remportée en série en 2019 en s'offrant un grand chelem très remarqué. Séduit par l'accueil chaleureux que lui ont réservé les skippers bretons, ce compétiteur talentueux, travailleur, a rejoint le pôle de Lorient Grand Large et s'est engagé en classe 40, un circuit sur lequel il n'a cessé de monter en puissance et d'affirmer tout son potentiel. Deuxième de la route du Rhum et vainqueur coup sur coup de la Transat Jacques Vabre puis de la Transat CIC, Ambrogio Beccaria nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour et bienvenue Ambrogio. Bonjour a tous. Come stai? Bonjour. Ah, tutto bene. Tutto bene. Tu étais en Italie justement après cette belle victoire sur la Transat CIC. On sait que tu as un petit peu la Bretagne dans ton cœur maintenant, mais ça fait du bien de rentrer au pays. Ouais, ça fait du bien, surtout que les copains des toujours, ils m'ont fait une fête à surprise et que du coup, c'était un chouette moment. Mais bon, sinon, j'ai aussi tous les sponsors qui sont là-bas. Du coup, c'était aussi un moment un peu de travail, on va dire. Un peu de boulot. Et de partage avec eux. En tout cas, Ambrogio, nous sommes vraiment ravis de te recevoir juste un mois après ta victoire sur cette Transat CIC. C'était à New York le 10 mai dernier. On revoit les superbes images de ton arrivée. Il était 5h47 française, près de minuit aux États-Unis, lorsque tu as franchi la ligne au large de New York. Une arrivée mythique dans la baie de Manhattan où tu es venu saluer la Statue de la Liberté avant de t'amarrer au pied de la Grande Pomme après 11 jours, 16 heures et 18 minutes d'une course intense, marquée par un mano à mano de toute beauté avec Jan Lipinski. Et au moment où tu as franchi cette ligne et où tu t'es offert cette victoire, tu as fait tourner ta caméra du bord. On va revoir ton émotion à ce moment-là, Ambrogio. En italien, c'est que du bonheur. 5, 4, 3, 2... Andiamo! Sì! Grande Marchino, bravo alla grande, sei bravo sei. Non sai la barca, sei un treno sei. Oh! Che bello, che figata, una regata pazzesca, sono veramente emozionatissimo. È stata una regata incredibile, veramente ho dato tutto, non credevo di avere così tanto da dare. Vedere se sono capace a fare una regata ultra trail, come l'ha chiamata il coach Tanguy Glatan. Cioè una regata in cui non devi sempre spingere al massimo, ma devi sapere quando attacchi e sapere quando difendi. Mi è piaciuto tantissimo. Che regata magnifica, andiamo! On doit sourire Ambrogio. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là? Est-ce que tu avais revu ces images? Ouais, bah, c'est un moment... En fait, cette course, je rêvais de la gagner depuis toujours. Parce que bah, en Italie, en vrai, c'est plus connu que la route du Rhum, c'est plus connu. Ah, vraiment? Ouais, bah, parce que en fait, il y a plus d'Italiens qui ils ont fait la All-Star, comme on l'appelait avant. Et du coup, voilà, j'avais beaucoup entendu parler de cette course, les grands navigateurs italiens à lesquels je m'inspirais, comme Giovanni Soldini, surtout les autres. Bah, lui m'avait toujours dit que cette course, c'était quand même... Elle était différente, quoi. Elle avait quelque chose de plus, surtout parce qu'elle était plus compliquée. Et comme ça arrive souvent. Et là, en plus, ça a été la course que je voulais gagner. Et en plus, c'était pas la plus compliquée parce que nous, on a eu quand même un météo assez... On a eu beaucoup de chance, quoi. Et puis ça arrive 6 mois après ta victoire aussi sur la Transat Jacques Vabre avec Nicolas Andrier. Donc ça c'est chouette aussi. Ça rajoute quelque chose à ce succès d'enchaîner coup sur coup comme ça de victoires.
Ouais, bah, du coup, ça fait les dernières 4 courses à lesquelles j'ai participé avec à la Grande Pirelli, j'ai gagné. Du coup, ça commence avec la Normandie Channel Race, avec Kevin Bloch. Et puis, j'ai enchaîné 2 courses avec Nico qu'on a gagné aussi, et dans la Jacques Vabre. Et C'est une puis, course majeure aussi, hein, ouais, et important. voilà. Et celle-ci, ouais, du coup, ouais, franchement, ouais, bon, la saison, c'est fini, c'est bon, c'est fait. Un peu de repos maintenant. Alors justement, Ambrogio, elle est d'autant plus belle qu'elle a été marquée par ce mano à mano que vous êtes livré avec Jan Lipinski. Et après cette belle bagarre, à ton arrivée sur les pontons, tu dis que tu es impatient d'aller boire un verre avec lui pour débriefer. On voudrait bien savoir ce que vous vous êtes dit à ce moment-là. On va juste revoir les images là, de ces retrouvailles. Viens là, le petit là. Bravo. C'est très chaleureux. Ouais, bah Yann, en fait, en plus d'être un concurrent, c'est surtout un ami très très proche. C'était la première personne que j'ai rencontrée quand je suis arrivé en Bretagne, parce que j'avais acheté son Pogo 2 avec lequel il avait chaviré à la mi-2013. Et voilà, et lui il parle un peu d'italien. Moi, je parlais pas du tout français. Quand je suis arrivé ici, c'était le seul numéro que j'avais sur mon téléphone que tu pouvais appeler. Et vous ne quittez plus. Et il a été super disponible, un accueil vraiment très très chaleureux. Du coup, j'ai habité chez lui à moi, même si on ne se connaissait oui. pas. Et puis vous avez navigué ensemble, gagné aussi ensemble la Dream Cup, la ouais, Normandie Channel Race. et puis oui, on a eu un super amitié qui s'est développée et on a fait pas mal de mini ensemble, mais pas dans la même catégorie. On n'était pas concurrents, heureusement. Pas simple, pas simple. Non, Ouais. et puis oui, et puis c'est lui qui en fait il m'a invité à faire des courses sur son classe 40 sur le Coureur des Mutuelles. Et on a gagné un Normandie Channel Race magnifique qui on gagne de quelques secondes contre Johan Richomme et Corentin Tanguy Douguet. Et là, on était vraiment très contents. Là, ça fait plaisir. Quand Ouais, on là, a ça des fait adversaires plaisir. comme ça, oui. Et on avait fait record de 24 heures ensemble, des classes 40. C'est un peu ton meilleur ennemi, j'ai envie de dire. Quels sont ses atouts à Yann? C'est Pourquoi son est-ce ami que- et son meilleur ennemi. Ouais, bah, c'est les deux. Et puis, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et aussi parce que bah, souvent, on essaie, quand on fait ce métier, que c'est un peu particulier, on se questionne sur pourquoi on fait ça, des fois, quand on est en mer. Et, et ben, j'aime bien, une des réponses que j'aime plus, c'est celle de Yann, quoi, qui met l'humain au centre, parce que bah, c'est surtout les rencontres, les gens avec lesquels il travaille, et du coup, voilà, c'est des histoires humaines qui met au centre, que j'aime bien comme il mène ses projets, et du coup, voilà, je m'inspire beaucoup de lui. Quelqu'un qui attaque tout le temps aussi hein, sur l'eau. Il lâche Ouais. rien. Il lâche rien, il attaque tout le temps. Ça te plaît aussi, ce trait de personnalité. Tu te retrouves là-dedans. Bah, je trouve que ça se voit qu'il vient de l'école Dumini, que ça fait une façon de naviguer assez libre dans la tête. Lui, il a fait les deux, il a fait le série et le prototype. Prototype, il avait un bateau qui quand même, il allait beaucoup plus vite que les autres, du coup, il faisait un peu toujours sa route. Et moi, j'aime bien cette façon de naviguer un peu libre. Voilà, c'est sûr que la flotte, c'est important, mais c'est aussi sympa d'oser et de donner du spectacle. Alors tu dis que c'est sympa de oser et en même temps dans cette transat, tu as dit avoir été un peu plus conservateur sur les conseils de ton coach Tanguy Glatin qui t'avait préparé. Par contre, ça ne doit pas être facile quand on a Yann qui est aux fesses. Je crois que lui, il a déchiré aussi un spi. Ça a fait une petite différence. Ça a été un moment clé. Bah, alors, on a tous eu des problèmes. Après, en fait, on avait préparé cette course avec voilà, Tanguy Glatin, qui c'est le coach ici de Lorient, qui coach aussi tous les autres premiers 5 places, je pense. Du coup, j'avais pas Carton des secrets du coach par rapport aux autres. Mais on était parti et lui, il avait bien, on va dire, souligné le fait que c'était différent des autres courses. À sa façon. Et du coup, il disait, voilà, c'est un ultra trail psychophysique, dans le sens qu'il peut y arriver toujours quelque chose à la fin, et que du coup, il faut toujours Bien géré, quoi. bien gérer les énergies, le bateau, le rythme, quoi.
Moi, je suis parti très conservatif dans le sens que, surtout à l'approche de la première dépression en Irlande, je me suis positionné un peu plus sud parce que je ne voulais pas perdre la course, on va dire, à 2 jours du départ. Et du coup, ça m'a mis un peu dans une position compliquée. Mais bon, mon bateau, il m'a sorti de cette position compliquée avec la vitesse. Du Et coup. toi aussi. Ouais, non, mais je dis mon bateau dans le sens qu'en fait, franchement, vous, la photo, c'était compliqué de sortir de là dans la position à laquelle, au final, je sors après un jour. La position, la vitesse d'un bateau, on va dire qu'il fait les tacticiens Plus intelligent. plus intelligents. Et alors, c'est une course qui oblige à monter très nord, qui est réputée pour être extrêmement compliquée. Et toi, tu dis, j'ai kiffé cette traversée de l'Atlantique Nord. Et notamment, tu évoquais une ambiance de Grand Sud, contrairement aux alizés dont tu n'es pas friand. C'est assez surprenant, on n'entend pas souvent ça. Ouais, bah alors, Oui. moi, j'ai trouvé que, tu vois, après que j'ai fait ma première mini transat, du coup, en 2017, j'attendais les Alizés comme le rêve ultime. J'ai pas trouvé ça incroyable, les Attends, Alizés. c'est cool, smoothie, ça glisse, ouais, il fait ouais. chaud. Ouais, mais c'est toujours un peu la même. La régate, ça perd beaucoup d'intérêt. Franchement, c'est pas l'endroit que je préfère pour faire une course. Et du coup, là, ouais, j'ai retrouvé l'ambiance Grand Sud. Alors, moi, j'ai fait que l'Atlantique du Nord. J'ai jamais traversé l'Équateur. Du coup, en vrai, j'en sais rien de qu'est-ce que c'est Je Grand connais Sud. pas les mers australes encore, mais Non, pas du tout. Ça bientôt, viendra. bientôt. Mais j'ai trouvé vraiment que l'océan, là, il avait une force sublime. Il avait une force sublime. Mon bateau, il réagissait très bien. Moi, c'était un moment où j'étais super en phase avec mon bateau, avec l'environnement. Du coup, c'était un moment assez magique. Même si le début, ça a été très compliqué. Mais pas parce que la météo, c'était compliqué, parce qu'en vrai, les 2 bouts de course, c'était assez calme. Mais j'étais stressé, j'avais peur d'après. Du coup, franchement, le début, j'ai eu du mal à dormir, à manger. Et puis à un moment, mais j'avais compris que j'étais en train de me transformer un peu. Voilà, j'étais en train de devenir l'animal qu'après j'étais. Et après, surtout quand on est rentré dans la grosse dépression du milieu, c'est qui bougeait pas, c'est qu'après il a fait un peu, on va dire, les différents groupes de la course. Bah là, ça a été un moment incroyable parce que c'était un peu effrayant, parce que j'avais jamais vu des vagues aussi grands. Et en même temps, tu es passé. Voilà. Et ça fait une super expérience aussi, Voilà. en phase avec la nature. Ouais. Exactement. Et d'une manière générale, justement, tu as pris du plaisir, comme tu viens de le dire. Tu t'es senti aussi en parfaite maîtrise. Mais est-ce qu'il y a quand même eu des moments un petit peu de stress ou des passages où tu as eu le sentiment que tu aurais pu faire différemment? Bah alors, surtout, je pense j'ai fait une grosse erreur, qu'au final, voilà, c'est grâce au bateau que ça se voit pas trop. Mais c'est que j'ai été trop prudent à l'approche de la première dépression en Irlande. Il y avait Voilà. une Parce part que tu disais, d'inconnu tu es parti aussi. un peu sud. Ouais, Ouais, ouais. en fait, c'est pas parce qu'il y avait trop de vent, mais parce qu'au contraire, trop proche de la dépression, il y avait un trop de vent et on savait pas trop comment s'en sortir. Du coup, j'ai essayé de faire un peu plus loin, mais bon, au final, à sortir de ça, je me suis retrouvé dans une position plus sud avec du vent nord. Du coup, moi, j'étais plus loffé que les autres. Du coup, je pouvais pas accélérer comme les autres. Et puis, et puis, non, franchement, j'ai été assez fier de moi. Je pense que j'ai très, très bien navigué, surtout quand je suis rentré dans la dépression qu'on parlait tout à l'heure. Euh, parce qu'en fait, on était tous sur Genac parce qu'il y avait trop de vent. Et j'avais compris en gros que si j'allais rentrer dans le centre de la dépression, il y avait moins de vent. Et du coup, on pouvait naviguer avec un spi, alors qu'il y avait moins de vent, mais on allait plus vite. Et Donc, tu as mis cette config. Voilà. du coup, j'ai fait ça. Alors, on est très content à bateau quand on fait une stratégie un peu créatif. Tu rusais assez. Parce que c'était pas quelque chose qu'on avait fait à l'entraînement et c'est quelque chose qu'il fallait lire là. Il sur fallait place. sentir à ce moment-là aussi. Ouais. Ouais. Et moi, je l'ai senti, j'ai décidé de le faire, je le fais, ça a super bien marché, même si j'ai été resté quand même assez prudent. Et là, j'ai gagné énormément par rapport aux autres. Et puis, c'est là qu'en fait, je gagne au final Tu as fait la différence. énormément de 1000 à 24 heures.
Alors, tu ne t'arrives pas d'éloge sur les caractéristiques et les qualités de ton bateau. Ce bateau à la Grande Pirelli, c'est un SCO qui a été conçu par un architecte italien, Gianluca Guelfi, et qui a été construit en Italie à Gênes. Quelles sont ses spécificités? Comment est-ce que toi, tu l'as pensé, ce bateau? Bah, la spécificité, que c'est très beau quand même. Oui. Il va vite. Il va bien, il va Il va vite, bien. dans le vent fort. Bah, alors déjà, en fait, moi j'ai arrivé avec l'expérience que j'avais fait avec Yann, que c'est un bateau qui a cette particularité, que si tu le fais tourner sur un ordinateur, c'est pas un bon bateau. Alors qu'en vrai, il déchirait tout, quoi. Il super vite, super simple, un bateau assez magique. Du coup, il y avait quelque chose qu'il fallait comprendre dans l'analyse de comment on pensait les bateaux. Et du coup, c'est avec cette expérience que je me suis dit, voilà, je voudrais faire un nouveau bateau, mais on veut s'inspirer de ce bateau-là, du bateau de Yann, de Crédit Mutuel, parce que c'était un bateau assez magique. Et après, l'histoire de comment on a fait vraiment la Grande Pirelli, c'est quand même une histoire hyper marrante parce que bah, j'ai choisi un nouveau architecte, c'était Gianluca Guelfi avec Fabio D'Angeli, ces deux architectes qui ont dessiné le bateau. On a choisi un nouveau chantier, que c'est San Giorgio Marine. Tout ça, c'est un challenge. Ouais, c'était tout ça un challenge, mais un peu. Déjà, ces trois. Bah, moi, j'avais 30 ans, 31. Gianluca Guelfi et Fabio D'Angeli, ils ont 2-3 ans plus que moi. Et Edoardo Bianchi, qui avait juste ouvert l'autre chantier, il avait 37 ans. Et tous les trois, on était sortis de la même université en Italie. Et du coup, je me retrouvais un peu que j'avais la possibilité de croire dans des gens comme moi qui rêvaient de faire ça. Et que par contre, on n'avait pas trop de possibilités de le faire en Italie parce qu'il n'y avait pas trop d'équipage. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Après, l'amitié avec Gianluca Guelfi aussi, il a fait beaucoup parce que moi, je pense que c'est super important au final, en vrai, vous que faites un travail, on va dire que quand même, c'est basé un peu sur la passion, c'est quand même super important qu'il y a un lien d'amitié avec les gens et qu'on arrive vraiment à bien travailler ensemble. Et à faire de belles choses, ouais. Alors, c'était quand même un bateau qui a été mis à l'eau juste avant la route du Rhum 2022. Tu le découvrais, c'était pas facile, ce qui t'a pas empêché d'ailleurs de signer une belle deuxième place derrière Johan Richomme. Qu'est-ce que tu retiens de cette première victoire en solo dans des conditions différentes, bien sûr, de ce que tu as vécu là, le mois passé? La route de Rome, c'était vraiment compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué parce que nous, on a mis le bateau à l'eau la première semaine de septembre à Gênes. Et puis, du coup, il fallait faire le convoyage, la qualif et le départ pour la route du Rhum, alors que j'avais jamais navigué en solitaire sur un classe 40. Du coup, en gros, au départ de la route du Rhum, moi, j'avais fait un empannage en solitaire dans la baie de Gênes, dans 5 nœuds de vent. Du coup, au départ de la route du Rhum, j'étais quand même assez tendu, vrillé. Ouais, j'étais stressé. Après, en vrai, du coup, j'avais pas la pression voilà, de quelqu'un qui arrive avec un bateau prêt. Mais bon, j'avais quand même le stress d'arriver avec quelque chose que je connaissais pas et que j'avais peur de pas gérer. Et au final, tu t'en es très très bien sorti. Je me suis très bien sorti, mais je me rappelle très bien la bataille acharnée avec Corentin Douguet dans les Alizés. Et ça, c'était vraiment un moment chouette des compétitions parce que j'ai trouvé des énergies vraiment au fond de moi-même. Puis c'était un bel apprentissage accéléré de ce bateau aussi et qui s'est concrétisé. Alors, on parlait tout à l'heure de ta victoire sur la Transat Jacques Vabre avec Nicolas Andrieux. On revoit aussi rapidement ces images. Et je crois que ça, c'était vraiment une belle revanche, cette victoire, parce que personne ne t'avait embarqué en 2021. Et je crois que ça, tu l'avais pas très très bien vécu, ça, de rester à quai. Tu te sentais prêt, tu te sentais compétitif? Il y en a qui doivent regretter, Virginie. Bah, déjà, j'étais un peu... j'étais carrément énervé parce qu'en fait, moi, j'avais gagné la Mini en 2019. J'étais devenu le premier Italien à gagner et tout. Et je m'étais dit, bon, là, je vais faire quelque chose. Et puis, quelques mois après, il y a le Covid. Du coup, en gros, la voile, tout le monde s'arrête. Et puis, en gros, quand ça répare, moi, je ne trouve pas de sponsors. Je vois tous les autres qui ont fait la Mini avec moi qui trouvent des sponsors alors que moi, j'avais gagné. Là, dans le public, il y en a un qui, comme moi, il avait fait, qui voulait partir pour cette mini-là. Et que puis après, c'était super compliqué d'accepter ça. Moi, je trouvais ça injuste. Bon, si on peut dire ça comme ça, mais
Et du coup, j'avais un plan pour embarquer sur un bateau, et puis ça s'est pas fait. Et bon, voilà, c'était un moment de ma vie où j'étais énervé des bases. Bon, en tout cas, tu as pris une belle revanche avec cette magnifique victoire ensuite en 2023. On va revenir rapidement sur ton parcours en Brojo et on aimerait notamment savoir, donc tu es né à Milan, il y a les lacs pas loin, mais où est-ce que tu as découvert la voile et surtout comment tu en es venu à la compétition? Bah alors, j'ai découvert la voile en famille et personne ne fait du bateau. J'ai découvert la voile parce que ma sœur, elle avait fait un stage de voile quand elle était petite en Sardaigne. Et bon, moi, je voulais faire les choses qui faisait ma grande sœur. Du coup, je suis allé aussi et j'avais 11 ans. La Sardaigne, c'est pas très différent du paradis, même si bon, j'ai jamais été au paradis, mais je pense que c'est pas très différent. Et il y a 20 nœuds tous les jours et le soleil fait beau. Enfin, c'est quand même Chaude, tout va incroyable. bien. Et du coup, voilà, je suis tombé amoureux de ça, du feeling de la glisse. Et puis là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont passionné, qui m'ont amené à faire des courses, mais déjà sur des gros bateaux, genre sur des bateaux, sur des gros IRC, des 15-16 mètres. Du coup, moi, j'étais le plus jeune, j'avais pas beaucoup trop de place et il fallait que j'apprends. Et du coup, après, je suis reparti un peu en arrière. J'ai pris un dériveur, un laser 4000 et avec des copains de l'école, en gros, on a monté un équipage, on a commencé à faire des courses. Alors là, sur le lac des Coms, voilà, là, que c'est à 1 heure de Milan. Puis après, c'est Et du Swan aussi, hein, Swan 42. bah ouais, voilà. Du coup, j'ai fait beaucoup de IRC, mais on va dire que j'avais jamais les écoutes dans la main, je prenais jamais des décisions stratégiques. J'étais plus numéro un ou numéro 2, voilà, des postes qui m'ont servi à quelque chose, mais moi, je voulais apprendre à faire du bateau, Ah, je voulais et barrer, je voulais border les tu voulais. voiles, je voulais décider aller à droite, à gauche, parce qu'en fait, je ne savais pas le faire. Et effectivement, pour apprendre, il fallait bien commencer. Voilà. Et comment tu as découvert la Sailing Valley? Parce que tu es arrivé à Lorient, tu as posé tes valises ici il y a plus de 6 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté de venir ici? C'était avec l'idée de faire la mini transat. Bah, du coup, ouais, voilà, du coup, je fais un peu de laser 4000 et à un moment, je tombe sur le bateau de Yann. Du coup, en 2014, j'achète cette épave parce que c'était une épave. J'ai fait mes premières 2 années des saisons en Italie parce qu'il y a un super championnat des mini en Italie. Mais après, il fallait bien faire un peu d'océan avant de traverser l'Atlantique parce que moi, j'ai jamais navigué en Atlantique. Du coup, à un moment, je décide que bah, mon coach de l'époque, Riccardo Apolloni, il me dit bon, bah, il faut faire les Açores. Une course qui part de Sable d'Olonne, qui va aux Açores pour faire cette course. Et du coup, c'est là que je décide bon, bah, j'y vais à Lorient pour préparer cette course et faire la qualif. Et c'est là que je découvre l'Eldorado de la voile, quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler parce que voilà, dans le monde de la voile, on sait que l'Orient c'est comme ça, mais effectivement, quand on arrive, on est quand même assez surpris parce que bah, c'est plus de qu'est-ce qu'on pense. Même si je trouve que voilà, c'était déjà il y a 6 ans et demi, c'était quand même différent de ce que c'est aujourd'hui. Ça Enfin, évolue, ouais. Mais alors, du coup, c'est un choix payant quand même, parce que derrière, tu achètes un Pogo 3, tu remportes la Mini Transat avec un super doublé. On l'a dit, victoire sur la première et la deuxième étape. Ça a vraiment été un moment clé aussi dans ta carrière. À partir de là, même s'il y a eu des moments durs, il a fallu chercher des sponsors ensuite pour pouvoir continuer tes projets. Mais voilà, c'est une course qui est vraiment fondatrice. bah, j'aurais jamais fait la carrière que j'ai fait si je n'aurais pas trouvé le courage de changer ma vie et venir habiter à Lorient. Parce que surtout, ça m'a rapproché des gens qui avaient beaucoup d'expérience, notamment Tanguy Turquet. Je me suis trompé. Et le Glatin. Tanguy ouais, Glata, même si ton avec coach, les Turquets, ouais. j'ai gagné le facette ensemble l'année que j'ai gagné la mini. Mais Tanguy Glata, ça a été quelqu'un de très important dans ma formation. Parce que, bah oui, quand du coup je passe au Pogo 3, du coup, un bateau performant, parce qu'avant, voilà, je vais récupérer un épave, c'était pas forcément un bateau très rapide. Quand je récupère un bateau performant, bah, il faut bien s'entraîner. Et là, je découvre ce groupe cadré par Tanguy, que ça a été un des moments les plus formateurs pour ma carrière, bah, de loin. Et là, j'ai appris vraiment plein de choses.
aussi le contact avec des maîtres voiliers qui étaient juste à Mais côté. finalement, tu es rentré dans cet écosystème de l'Orient Ouais. et on voit là, ta progression Voilà. fulgurante. Et il faut rappeler qu'il avait fait 3e au scratch, gagné en série, mais 3e au scratch. Alors, on va parler de la suite. Tu l'as dit, la saison est terminée en rigolant. Il y a quand même la Québec-Saint-Malo que tu vas disputer, qui partira le 30 juin. Ton bateau est convoyé au Canada. C'est quoi l'objectif? J'imagine qu'il a envie de se reposer aussi. C'est quoi sur cette course? Alors, l'objectif, c'est pas forcément de se reposer pendant la course. Non, mais il y aurait Là, peut-être envie de Lorient, breaker un peu maintenant. Ouais. Ouais. Alors, on part le 30 juin de Québec et on arrive à Saint-Malo. Du coup, c'est un autre voile Atlantique Nord, très très nord, même plus nord que la des Transat, on va dire. Alors, notamment sur course au Porton. Mais là, vous qu'on a fait la des Transat au Porton, je m'attends plutôt à faire au Québec Saint-Malo après. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Il est logique, Ambrogio. Et par contre, c'est super intéressant comme course. Ça va être différent. Déjà, on va être en équipage. On sera à 3. Et je suis avec Bastien Auger, qui c'est le capitaine du bateau, et Julien Villon, qui c'est un navigateur bon. qui a un très grand palmarès et que j'essaie de naviguer avec lui depuis quelques temps. Et c'est super intéressant déjà parce qu'il y aura beaucoup de bateaux et puis parce qu'il y a Saint-Laurent que c'est quand même très technique et voilà, il faudra, et puis il y aura encore une fois la Manche et l'arrivée à Saint-Malo que c'est toujours quand même très technique. C'est mal pavé. Et puis on sait que tu rêves aussi, Ambrogio, par la suite de disputer le Vendée Globe 2028. On espère que tu pourras évidemment être sur ce tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale dans quelques années. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, Ambrogio, de te recevoir dans ce Café de la Marine. On te souhaite bon vent pour ta prochaine course et puis à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci à tout le monde. Ce programme vous a été présenté par 70.8, Musée pour l'océan aux Ateliers des Capucins à Brest.